Hello, aujourd'hui on va voir Adrien de Recu, éleveur en Seine-Maritime, qui a installé un robot de traite il y a peu, qu'il a réussi à intégrer dans un système pâturant avec des vaches qui sont dehors à l'herbe quasiment toute l'année, de février à décembre. On va ensuite rencontrer Camille Cusivam, qui l'a accompagné lors de la mise en place de ce robot de traite. Allez, c'est parti. Et du coup, moi je suis Camille Ollinet, je travaille au réseau des CIVAM normands et du coup j'accompagne des éleveurs et des éleveuses comme Adrien vers des systèmes herbagés. Adrien du Recu, exploitant agricole, installé depuis 2020, voilà, sur une ferme de vaches laitières en bio. Ok, et on peut commencer à approfondir un petit peu le système. Du coup, donc là tu nous as dit que tu étais en vache laitière en bio. Est-ce que tu peux nous dire un peu sur quelle surface tu travailles et puis la surface fourragère principale aussi? Ouais, alors j'ai 78 hectares. Ouais. J'ai du coup tout en surface fourragère. Ouais. Donc je fais à peu près 7 hectares de maïs en silage, 7 hectares de métail grain et 3 hectares d'orge. Ok. Le reste est en prairie. Donc il y a à peu près 30 hectares de prairie permanente et le reste en prairie temporaire. Ok, donc là 10, 17, donc 61 hectares du coup en prairie, donc 30 en prairie permanente et 31 en prairie temporaire. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'endroit où on est, du coup, comment ça se passe? Est-ce que les 78 hectares, ils sont vraiment autour de ton corps de ferme? Est-ce que tu as des îlots? Il y a plusieurs îlots. Du coup, on a quand même un gros îlot autour de la cour de ferme où il y a 40 hectares à peu près. D'accord. Et après, il y a 3 autres îlots à peu près. Ok, qui sont à peu près équivalents en superficie? Pas vraiment. Il y en a un de 13 hectares et deux de 8. D'accord. Puis après, il y a 2 petites parcelles un peu plus loin. Ok. D'herbage. Et 2 petites parcelles en plus? En herbage, oui. Ok. Ça marche. En termes de type de sol, on est comment? Est-ce que c'est homogène sur tes îlots et le corps de ferme? Est-ce que c'est différent? Et auquel cas, c'est quoi comme type de sol? C'est assez homogène. C'est limoneux. Ouais. Sol du Pays de Caux. Ok. Il y a juste vraiment que ici qu'il y a un peu de cailloux au bout, quoi. D'accord, que au niveau du corps de ferme? Ouais. Ok. 3 hectares. Sur 3 hectares. Ok. Où tu as du coup des cultures, des herbages? C'est des herbages, ouais. D'accord. Ok. Et juste pour la localisation, tu parlais de 3 îlots. Dessus, il y a des prairies, tu as tes cultures. Tes cultures, elles sont aussi sur le corps de ferme? Il y a des cultures sur le corps de ferme et dans les îlots. Il y a aussi des prairies dans les îlots. D'accord. Ok. Donc, c'est pas spécialisé. Ok. Ça marche. Du coup, il y a 78 vaches laitières, en comptant les taris. Donc à peu près 70 à la traite. On élève à peu près 20 à 25 génisses par an. On vend tous les mâles à 15 jours. Du coup, on est en race normande à 90% et 10% de Primostein. La normande valorise mieux l'herbe quand même que la Primostein. Plus rustique. Ok. Voilà. Donc plus adapté à ton système. Oui. Ok. Et 20-25 génisses, ça veut dire que tu as 25-30% de renouvellement? C'est ça? Non, ça fait plus que ça. Ça fait 30-35 plus. Ok. Et c'est un renouvellement qui te convient ou c'est... On pourrait baisser un peu, mais il faut toujours faire attention. Je préfère... Enfin, ce qui est bien avec la normande, c'est que même si tu mets pas toutes les génisses en insémination, tu les vends derrière, tu les valorises bien en viande. Okay. Donc autant garder le maximum, s'assurer un coût et puis voilà. Donc tu pars aux imprévus et tu sais que tu peux les valoriser, enfin les vendre derrière à un bon prix. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes objectifs sur la ferme? Est-ce que tu as des objectifs en termes de production, de niveau de production, en termes plus de type d'alimentation de tes animaux, en termes plus environnementaux? L'objectif, c'est de produire le maximum de lait. Ouais. Donc ça coûte le moins cher possible. D'accord. Quand même. Ok. Mais de toujours essayer de faire le mieux possible, quoi. Ok, le mieux possible par rapport à quoi? Toujours essayer de valoriser tout ce qu'on a. D'accord. Donc de valoriser, finalement accroître l'autonomie le plus possible. Ouais. Ok. Ok.
donc de servir au maximum des prairies et puis des cultures du coup. Donc tes cultures sont uniquement pour l'alimentation de ton troupeau. Acheter le moins possible. Ouais. Ouais, l'objectif reste de produire le plus possible avec ce qu'on a. Avec ce que vous avez. Ok. Bah, là, pour l'instant, on fait à peu près 6005 de litres par vache par an. Bah, l'objectif, c'est toujours d'augmenter un peu, quoi. Tu m'avais parlé d'un objectif éventuellement à 7000. L'objectif, là, pour l'instant, on produit 430 000 litres de lait par an. L'objectif, un jour, serait de monter à 500. Ok. Je dois revoir grand. Ok. Sur la ferme, du coup, vous êtes combien à travailler? Il y a moi, installé, mon père qui est salarié 7 heures semaine, et un stagiaire. T'as toujours un stagiaire ou c'est en ce moment? C'est depuis l'année dernière. Ok. Moi, j'ai fait un BTS production animale, du coup au Robillard, et j'ai été faire un stage en Irlande, où là j'ai vu le système tout herbe, avec des parcs, pâturage tournant. Et j'aimais bien le système, du coup quand je suis revenu là, j'ai voulu faire la même chose. Et c'est là qu'on a démarré avec Céline avant. Vers quelle année? C'était en 2016. Moi je suis parti en... Non, 2015. Moi je suis parti en 2014 et c'était en 2015 l'année d'après. À ce moment-là, tu étais salarié sur la ferme, du coup? Ouais, Okay. salarié sur la ferme et à mi-temps dans une autre ferme. Ok, et à ce moment-là, du coup en 2015, est-ce que tu peux nous décrire un peu comment était la ferme? Du coup, on avait à peu près 70 hectares. D'accord. On avait un peu moins. On faisait 20 hectares de blé, 15 de maïs et 5 de betteraves. Ok, et donc quand tu es arrivé, du coup, tu t'es dit, le système que j'ai vu en Irlande, il me plaît bien. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Du coup, on a commencé à faire des parcs pour une journée entière. D'accord. On avait à peu près 50 vaches à l'époque, traites. Du coup, ça faisait un parc de 50 arts à peu près, par jour. Donc c'était un pâturage tournant dynamique, ok. On avait à peu près 23 parcs, donc on tournait toutes les 3 semaines. Il faisait une journée entière et revenait le soir après la traite. Ok. Voilà. Après, j'ai fait une formation, 2-3 ans après, où elle disait qu'il fallait redonner de l'herbe le soir fraîche. Du coup, on a commencé à couper les parcs en deux pour que le soir, ils aient de nouveau de l'herbe fraîche, qu'ils fassent bien 2 repas par jour. Et ensuite, on a grandi à partir de 2019. Du coup, on est passé en bio, commencé là, et on a rajouté à peu près 10 hectares d'herbe autour de la cour pour pouvoir faire beaucoup plus de parcs. On est passé de 23 parcs à une trentaine. Enfin, même plus que ça, une quarantaine. Ok. Donc là, on était toujours sur des parcs, du coup, que vous sépariez en deux, avec, du coup, une partie jour, une partie nuit. Ok. Ça marche. Donc là, vous étiez en pâturage ok à fil. Et ensuite, du coup, est-ce que tu peux nous parler de la transition jusqu'à aujourd'hui? Ouais. Du coup, après, donc en 2015, septembre 2019, on a commencé la conversion en bio. Ouais. Un an après, on a démarré la conversion des vaches laitières. Là, c'était juste laitières. Les vaches laitières au 15 septembre 2020. Et au 15 novembre 2021, on a commencé à livrer du lait bio. Ok. Voilà. Et c'est là qu'on a commencé le système avec un côté jour, un côté nuit. Ouais. Où on avançait un fil avec des plus grands parcs, mais qu'on avançait toujours le fil pour qu'ils aient toujours de l'herbe fraîche, matin et soir, mais pas du même côté. Ok. Pour commencer le système, parce qu'on avait commencé à penser au robot, et du coup que ça marche pour le robot, pareil. D'accord, donc quand vous avez commencé à imaginer pour le robot, ça veut dire que vous avez destiné un certain nombre de paddocks au jour et d'autres paddocks à la nuit. Voilà. Ok. Disons que le bâtiment il est au milieu, il y a des paddocks à gauche et des paddocks à droite. Ok. Et donc du coup, ça veut dire que vous avez quelle superficie pour le jour au total et quelle superficie pour la nuit? Il y a à peu près 12 hectares en jour et 12 hectares en nuit. Ok. Ça marche. 12 hectares en jour, 12 hectares en nuit. Donc ça, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Oui. Ok. Et donc ils sont séparés en paddocks qui pour l'instant font quelle superficie? Un peu toutes les superficies, mais souvent ils font 1 hectare ou on peut dire. Autour de 1 hectare? Ouais. Ok. Et ça fait 3 à 4 repas.
Ok. Quand tu dis 3 à 4 repas, du coup, c'est 3 à 4 fois où après la traite, elles y reviennent. Ouais. Ok, ça marche. Et donc les cultures, parce qu'on a parlé, donc tu nous parlais qu'en 2015, tu avais du blé, du maïs, de la betterave. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment ça a évolué vers l'assolement d'aujourd'hui? Quand on est passé en bio, on a arrêté les betteraves. D'accord. Trop compliqué. Et après, on a fait tout pour avoir le plus de lait possible, mais pour avoir le maximum de nourriture pour les vaches. Du coup, on a dû arrêter le blé aussi. Plutôt faire du métail à la place pour nourrir les vaches. Parce que le blé avant était vendu? Oui. Ok. Donc là, l'idée, c'était de tourner vraiment l'entièreté Oui. de la surface vers la production d'alimentation pour le troupeau. Donc suppression du blé, remplacement par le métail. Oui. Ok. Et là, aujourd'hui, tu fais de l'orge alors que tu n'en faisais pas avant? Ouais, c'est pour les vaches, c'est plus meilleur pour les vaches que du blé. Ok. Ça marche. Moins d'acidogène. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton métail? Qu'est-ce que c'est comme type de métail? Du coup, dans le métail, on mélange de la févrole, du triticale, de l'avoine, du pois. D'accord. Est-ce que tu as toujours fait ce métail-là? Est-ce qu'il a changé? Avant, on auquel ne cas, mettait pourquoi pas de févrole, on mettait que le reste. D'accord. Et du coup, on mettait plus de pois, mais c'était trop versant. Disons que les pois, c'est lourd pour le reste, et du coup, ça versait facilement. D'accord. Et du coup, avec la févrole, on est mieux parce que c'est plus solide, et c'est même plus riche en protéines. Ok. Le seul problème, c'est que ça arrive pas forcément en même temps que le reste. Du coup, on le moissonne et on le fait écraser aussitôt et on met en boudin. D'accord. Ok. Donc en milieu anaérobie. Ouais. Ok. Du coup, ça bouge pas. D'accord. Et on reprend godet par godet pour mettre dans le robot. Ok. Et donc si on reprend un peu l'itinéraire technique depuis le début, tu sèmes quoi comme proportion dans ton semis? On met à peu près 62 févroles, 100 de triticale, 50 d'avoine et 15 de pois. Ok. Ça marche. Et donc avant, ça veut dire que tu mettais, si là on additionne la quantité de févrole et la quantité de pois, c'était la quantité de pois que tu mettais avant? Non, on mettait moins, on mettait 25 de pois à peu près. Ok. Ça marche. D'accord. Du coup, tu sèmes comment? Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de l'itinéraire? On sème la févrole avant de labourer. Ok. Et ensuite, on laboure et on sème le reste. D'accord. Voilà, à peu près à cette époque-là, vers le 10-11 novembre, quoi. Ok. Donc là, c'est déjà semé? Oui, ça a été semé la semaine dernière. Ok. Donc ça, c'est pour le semis. Et après, quelle opération tu fais pendant toute la partie Rien. Rien. Ok. Ça marche. Et Je donc... mets du lisier avant de semer. D'accord. Ok. Donc avant, du coup, le semis de la févrole, tu mets du lisier. Oui. Ok. Tu mets combien? Je mets 30 mètres cubes. 30 mètres cubes hectare. Ok. Ça marche. Et après, tu récoltes, du coup... Vers le 1er août. Vers le 1er août. Et c'est quoi ton critère, du coup, pour récolter? À partir de quand tu te dis c'est bon? Quand le triticale et l'avoine sont arrivés. Triticale et avoine, c'est les deux qui... Ok. Qu'ils arrivent à se moissonner. La févrole, elle arrive à se moissonner même si elle n'est pas tout à fait arrivée. D'accord. Et le pois, du coup, tu dis... Il arrive avant le reste. Il arrive avant le reste. Ok, ça marche. Ok, donc là, tu écrases tout de suite, tu mets en boudin, et après, tu sers au godet. Ok. Maïs, ça peut être intéressant parce que maïs bio, c'est pas toujours facile à réaliser. Du coup, nous, notre maïs, on le sème assez tard, après un ensilage d'herbe. Du coup, vers le 15 mai à peu près. Ok. On passe un coup de RC tri 3 jours après semis. Un autre à la levée quand il y a 2-3 feuilles. Et ensuite, on bine quand on peut. Voilà. Ok. C'est-à-dire quand on peut? Dès qu'il fait beau, quoi, et qu'il va faire beau derrière. S'il pleut derrière, ça ne sera pas grand-chose. Ok. Voilà. Ok. Jusqu'à ce qu'il soit à hauteur et qu'il arrive à couvrir. D'accord. Mais c'est le plus dur à réaliser, à maintenir propre. Ok. Et du coup, vous faites donc un binage, vous en faites d'autres ou... On en fait 2 à 3 binages. Vous en faites 2 à 3.
Ok, donc il faut savoir, enfin, faut être sûr de la fenêtre météo pour être sûr qu'il pleut pas derrière. Ouais. Et l'idée, du coup, jusqu'à ce qu'il couvre, et après, une fois qu'il couvre, c'est bon. Ouais. De toute façon, après, il arrive à une certaine hauteur, on peut même plus y aller dedans. Ok. Je connais pas exactement les noms des variétés, mais il faut essayer de faire du assez précoce. Enfin, dans le coin, de toute façon, on fait du précoce. Je sais pas si je t'ai posé la question par rapport à la rotation. Enfin, comment tu fais pour comment ça se suit les cultures du coup dans ton système? Ouais. Du coup, on fait 3 ans d'herbe, ensuite maïs, Ok. métail, Ouais. et sur une partie du métail, on refait de l'orge. Ok. Et après, ça repart en herbe. Ça marche. Donc soit il y a une rotation 3 ans d'herbe, maïs, métail et on revient sur l'herbe. Soit du coup il y a l'orge qui est en plus pour une année. Ok. Et après tu. Ok. Ça marche. Et toutes les prairies, c'est-à-dire que toutes les prairies temporaires restent 3 ans. Ouais. Ok. 3 à 4 ans, ouais, à peu près. 3 à 4 ans, ok. Sur ces prairies temporaires, est-ce que tu fais du coup une fertilisation minérale organique Oui, un sur les travail du prairies de sol? fauche, on met du lisier. D'accord. Souvent au mois de mai, Ok. après la première fauche. D'accord. Et tu mets quelle quantité de lisier? Je mets pareil à 20 à 30 mètres cubes. Ok. Ça marche. Et t'as quoi à peu près comme rendement, est-ce que tu sais, sur tes prairies temporaires? Exactement, on va faire 10 à 12 tonnes de matière sèche par an, Ok. selon les années. Ouais. Et par contre, selon les îlots, c'est à peu près similaire? T'as pas Oui. des endroits qui produisent plus ou moins? Non, à peu près pareil. Ok. Si on passe du coup aux prairies permanentes, elles ont à peu près quel âge? Est-ce que tu sais? Ils ont toujours existé. Ok, ça marche. Sur elles, est-ce qu'il y a elles ont des caractéristiques particulières? Est-ce qu'en termes de flore, elles sont un peu différentes selon les îlots? Est-ce qu'elles ont des haies sur le bord? Est-ce qu'elles ont des arbres au milieu? Est-ce qu'elles ont des mares? Non, mais elles sont toujours en côte. Enfin, c'est pas plat, quoi. D'accord. Ok. C'est une grande pente? C'est une petite pente? C'est une pente qui est pas labourable, quoi. Ok, ça marche. Ok. Est-ce que dessus tu fais pareil que pour les prairies temporaires, à savoir, est-ce que tu en as déjà pour la fauche? Non, que c'est pâturage. que pâturage. Ok. Et Il y a quelques fauches entre deux comme ça, mais c'est tout. quand tu débrayes une Voilà. parcelle, d'accord. Et du coup, ça veut dire que tu mets pas d'amendement, c'est Non. On met juste de la marne, Vous mettez tous les 5 ans. Ok. Et t'en mets à raison de quelle quantité? 3 tonnes hectare. Ok. Ça marche. Et elles, tu penses qu'elles ont une productivité de combien, ces prairies-là? Est-ce que c'est à peu près la même chose que les prairies temporaires? Ouais, je pense. Ouais. Ouais. C'est pas facile à calculer parce que les veaux sont dedans, mais Ouais. voilà, Ok. c'est à peu près pareil. Ouais. Ok. En tout cas, Et tu ils vois pas de sont grosse en différence. pâturage tournant aussi, comme Les veaux sont en pâturage tournant. Ouais. Ouais. Ok. Ils sont en pâturage tournant sur quelle superficie? bah il y a 4 kilos qui font à peu près, enfin il y a 4 parcelles quoi. Ouais. Il y en a 2 de 4 hectares, une d'1,5 et une de 3. D'accord. Et du coup, ces parcelles-là, elles sont uniquement dédiées aux veaux? Oui. Ok. Aux veaux quand tu dis veaux, c'est uniquement dans la première année? ou À c'est partir aussi d'un an à 2 ans et demi quoi. Ok. À peu près. Ok, ça marche. Et donc elles sont en pâturage tournant, ça veut dire que tes parcelles de 4 hectares sont redécoupées, ta parcelle Oui. de 3 hectares aussi? À peu près égal en 3 à chaque coup. En 3, du coup 3 parcelles de 1 hectare 2 ou de, Ouais, c'est ça. de 1 à 1 hectare 2? Ok. Et elles y restent combien de temps? Ils font 10 à 15 jours dans chaque... Dans chaque parcelle? Enfin dans chaque... ok. Ça marche, je crois qu'on a à peu près fait le tour pour les prairies. Si on en vient du coup, donc on a regardé pour les animaux, si on en vient au système de traite, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du coup, de ton choix de passer au robot traite et de qu'est-ce qui a motivé ce choix-là sur ta ferme? Du coup, moi je pensais pas mettre un jour un robot de traite. Je pensais que c'était pas possible avec de l'herbe. D'accord, ok. Même si je m'étais dit que quand même dans ma tête, si un jour il y avait un robot de traite, il faudrait que ça marche comme ça, ce serait le seul moyen que ça marche.
Et enfin, le côté jour, côté nuit qui reviennent pour traite. D'accord, ok. Ouais. Mais je pensais pas un jour faire ça. On était parti sur une salle de traite. Et il y a le gars chez les Lilles commercial Ouais. qui est venu et qui nous a dit je vais vous montrer des robots qui marchent à l'herbe. D'accord. Et il nous a emmenés et le système m'a plu à chaque coup et ça marchait un peu comme moi je pensais que ça marchait. Donc je me suis dit que c'était possible. Ok. Donc tu as été voir plusieurs fermes en Normandie? Oui, on a été voir 2 avec le gars de chez les Lilles et un de nous-mêmes. Ok. Et qui était en bio en plus. Ok. Et pareil, il marchait comme ça. Vraiment encore plus intensif. Enfin, vraiment pâturage jour-nuit comme nous avec l'herbe fraîche tout le temps. D'accord. Et du coup, j'ai pris la décision de prendre un robot de traite. Ok. C'était quand du coup ça, le moment où vous avez fait ces visites-là des différentes C'était fermes? en 2019-2020. Donc au moment du passage en bio, du coup c'est pour ça que ça Ouais. t'intéressait d'aller visiter. Ok. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit que vous alliez passer en robot de traite? Oui, Ok. Et... parce que la salle de traite c'était une 2x4 de toute façon, il fallait qu'elle change, elle était vieille. Ouais. Donc, et puis elle n'était pas agrandissable là où elle était. Donc il fallait faire tout à neuf, donc fallait prendre une décision quoi. De toute façon, c'était soit une nouvelle salle de traite plus grande, soit un robot de traite. Ok. Et du coup, c'était quoi tes motivations justement à opter pour une traite robotisée? Qu'est-ce que tu y voyais comme avantage? Qu'est-ce que tu y voyais comme... Ce que j'aimais bien, c'était toutes les données qu'on a sur les vaches. D'accord. Donc on a rumination, ingestion, la quantité de lait tous les jours, les taux. Enfin, on a beaucoup de données sur les vaches, ça j'aimais beaucoup, pour bien avoir un bon suivi. Ok. J'aimais aussi le fait qu'elles soient libres, qu'ils aillent traire quand elles veulent. D'accord. Et puis le fait que ça me laisse un peu plus de temps et ça permet de pas toujours être là à la même heure, toujours pour traire. Et... Ok. Donc... ça libère pas forcément plus de temps, mais on est plus souple sur les horaires. Ok, c'est une question de flexibilité, plus qu'une question de gain de temps. Okay. Surtout quand on travaille enfin nous on récolte beaucoup d'herbes. Souvent l'herbe, elle est sec, mais c'est plus le soir, quoi. Quand tu fais du foin, c'est plus vers 4-5 heures, au moment où il faut que tu ailles traire, que le matin ou en début d'après-midi, quoi. Ok, donc c'est plus pratique même pour les travaux liés à la récolte d'herbe, de ne pas avoir la traite, en tout cas à ce moment-là. Ok, ça marche. Et du coup, parce que ton père, il était sur la ferme jusqu'en 2022 en tant que... Enfin, installé. Oui. Est-ce qu'il y avait aussi du coup le fait qu'il allait du coup partir à la retraite aussi, Ok. Oui, puis c'est plus facile pour me faire remplacer. D'accord. Même pour mon père, c'est plus facile que de traire 70 vaches. Ouais. Comme là, je suis parti en vacances 10 jours, pour lui, c'est plus facile de me remplacer avec le robot de traite que s'il fallait qu'il traille les vaches tous les jours. Ok. Ouais. Donc en termes de qualité de vie et de facilité de remplacement, il y avait... Ok. Ça marche. Est-ce que tu y voyais des inconvénients à la base, je parle pas maintenant, mais du coup au début, avant de l'installer, est-ce que tu voyais des inconvénients en dehors du fait que tu imaginais que c'était pas possible de faire coïncider pâturage comme tu le voulais et robot de traite? L'inconvénient, c'était que c'était cher à l'investissement quand même. D'accord. Donc il fallait être sûr que ça marche bien derrière, quoi. Ok. Et sinon, non, je voyais pas trop d'inconvénients, quoi. J'avais un peu peur aussi que les Normandes soient un peu plus flemmardes et aient du mal à y aller d'eux-mêmes. D'accord. Ok. Mais non, ça a été en fait. Ouais. Et comment vous avez fait pour vous rassurer sur, tu disais c'était plus cher donc il fallait être sûr que ça marche. C'est le fait d'aller voir les fermes. Les fermes, ouais. En plus, on a été voir des fermes, partout où on a été, c'était des Normandes. D'accord. C'était des robots Lely en plus, même quand on n'a pas été avec Lely, là on est tombé, c'était un robot Lely. Ok. Donc ils étaient contents du suivi derrière en plus qu'il y avait. Ouais. Du coup, en termes de robots, tu en as combien sur la ferme? Un seul. D'accord. Donc ça veut dire que tu as, là en ce moment, tu disais 70 vaches à la traite à peu près. Donc ça veut dire que le robot, il est plutôt... Il est assez chargé là. Il est assez chargé. Disons que quand il y en a 60, 62, on a besoin de moins yet, ça passe mieux. Là à 70, faut être plus présent, quoi. Ok, ça arrive souvent que tu sois à 70 ou c'est là ponctuellement avec les vélages que... Avec les vélages, et puis à cette époque-là, le lait est assez cher, donc ça vaut le coup d'essayer d'en produire le maximum.
D'accord, donc c'est aussi un choix Oui. d'en avoir à ce moment-là 70. D'accord. Ok. Et du coup, en termes de fréquentation, donc là, tu es censé être plus. En termes de fréquentation, On a 2 passages par jour. 2 passages par jour. 2 passages par jour en ce moment ou en moyenne? En ce moment. Et on monte à 2,3, 2,4 quand ils sont enfermés dans la stabule. C'est-à-dire à peu près du 15 décembre au 15 février. Ok. Et du coup, c'est une fréquentation qui te convient, le 2 passages Oui. par jour en ce moment et le 2,3, 2,4 quand elles sont Ouais, c'est stables. très bien comme ça, ouais. Ouais, ok. Dès le début, tu avais cette fréquentation-là ou c'est... Ouais, bah avec le système de pâturage qu'on avait, de toute façon, ils étaient obligés de traire s'ils voulaient ressortir dehors, donc ils ont toujours été obligés de faire 2 traites. Ok. Du coup, le robot de traite, il a coûté 160 000 euros. Du coup, sur 10 ans, à rembourser. Des taux au moment où on l'a mis qui étaient peu élevés. Donc le robot de traite, il a un taux à 0,60. Ok. Voilà, il y a eu la maçonnerie à faire, qui a coûté à peu près 20 000 euros sur le robot. Donc, tu avais la maçonnerie, le robot, et après, tu avais aussi tout ce qui Et était du coup, justement plomberie. Voilà, plomberie, les vis à granulés, l'électricité. Ouais, Donc, qu'on coûte à peu près 25 000 euros. le tout. Le tout, ouais. Ok. Ok, donc on est à peu près à 205 000 euros, Ouais. tout confondu. C'est ça. Ok, ça marche. Les annuités, du coup, tu as dit sur 10 ans. C'est tout sur 10 ans, ouais. Ok. Que le robot de traite était un taux peu élevé. Puis, pareil, la maçonnerie, les vis, enfin, le reste, c'était un taux à 1,25. Ok. Donc ça veut dire que tu es à peu près à combien de remboursements d'annuités par mois? C'est une bonne question, ça. Autour un peu moins de 2000, quelque chose comme ça? Ouais. Ouais. Parce qu'il y a eu les logettes de fête en même temps aussi, Ah et oui. une fosse alizée. D'accord. Ok. Donc une est pour 50 000 de logettes, même plus, parce qu'il y a la logette. On peut dire 70 000 de logettes Ouais. et 30 000 de fosses. Ok. Ça marche. Ça, c'est pour l'investissement initial. Du coup, on a dit la durée, c'est 10 ans. Tu l'amortis sur 10 ans aussi? Oui. Ok. Ça marche. Et en termes de maintenance, du coup, est-ce que tu sais combien ça te coûte pour C'est entretenir 650 euros par mois. Ok. 650 euros par mois. Donc ça fait un peu moins de 8 000 euros par an. Oui. Ok. Et aussi au moment, on a quand même eu l'aide de la région au moment où on a fait tous les travaux, D'accord. à hauteur de 35% sur 300 000 de plafond. Ok. Donc ce qui nous a fait 110 000 euros à peu près. Ouais, ça D'aide. marche. Ok. C'était une aide ponctuelle? C'était une aide... Subvention Ouais. de la région. Ok. Après, exactement. Je sais que c'est différentiel à chaque région, le montant du plafond, mais il y en a à peu près dans toutes les régions sinon. Et du coup, tant qu'on est juste sur la maintenance, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de à quel point tu es autonome justement dans la maintenance du robot traite ou à quel point du coup tu as besoin de faire appel à un technicien ou Déjà, il vient 4 fois par an pour faire une maintenance. D'accord. Peu importe que ça aille bien ou pas. Ouais. Ok. Changer les pièces qui sont à changer. Ok. Voilà. D'accord. Après, s'il y a une panne, soit ils sont H24, 7 jours D'accord. sur 7. Ok. Donc, t'appelles, il t'aide à réparer déjà par lui-même au téléphone. Ok. Puis si vraiment tu n'y arrives pas, ils viennent. D'accord. Ok. Donc ça veut dire qu'ils sont joignables peu importe. Oui. Ok. Et du coup, N'importe quoi. ça marche. Et après, si tu fais la réparation toi-même, ça veut dire qu'ils viennent après pour checker que ça se passe bien ou pas Bon, s'ils forcément? voient que ça marche à distance avec l'ordinateur, de toute façon. Ouais, ok. Ça marche. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des pannes que tu arrives à toi à gérer tout seul ou il faut Oui. systématiquement les Non, on appeler? arrive à gérer les pannes tout Ok. seul. C'est quoi les types de pannes que tu arrives à gérer toi? Si c'est juste une pièce à changer, on a plusieurs pièces, on a une boîte avec plusieurs pièces, donc si Ok. c'est juste une pièce à changer, il te dirige pour la changer. Ok. Après, si c'est une pièce que t'as pas, il est obligé de venir, quoi. Oui. Voilà. Ok. Mais sinon, ça va. Il n'y Ouais. a pas forcément de grosses pannes. Ok. Ou après, c'est des problèmes liés plutôt à des bugs ou des trucs comme ça, donc ils arrivent à gérer avec l'ordinateur. D'accord. Lié à des bugs du logiciel? Ouais. Ok.
S'il y a des micro-coupures de courant ou des trucs comme ça peut faire bugger. Ok. Ça t'est arrivé souvent, toi, depuis que tu Ça l'as arrive, installé? ouais. Ouais. Pas souvent, hein, mais ça arrive, ouais. Bon, souvent, il faut juste éteindre et rallumer le robot, et puis ça repart. D'accord. Ça t'arrive quoi, plusieurs fois par an ou... Ouais, ça arrive peut-être 3 fois par an. Ouais, ok. Ça marche. Est-ce qu'on passe juste... Du coup, il est garanti 10 ans. Et au bout de 10 ans, soit tu le gardes, ou soit tu fais une grosse maintenance dessus et il repart pour 10 ans. Et ta coopérative, elle t'a encouragé à ça? Un robot de traite? Ouais. Ouais, enfin, ils n'ont pas encouragé, mais ils aiment bien quand même, parce que déjà le laitier peut venir quand il veut. Il y a un tank tampon, donc le laitier il arrive, il prend le lait et il repart, même si avant il fallait qu'il vienne après la traite, forcément, ou juste avant, mais si t'es arrivé, t'avais pas encore fini de traire, surtout nous il passe à 8h30 par là le laitier, donc des fois on n'avait pas fini de traire, fallait qu'il attende un peu. Ok. Donc là au moins ils arrangent leur tournée par rapport à ça, c'est plus facile pour eux. On a un pré-refroidisseur, le lait passe dans de l'eau froide. Et comme ça le pré-refroidit un petit peu, il arrive moins chaud dans le tank, ça permet au tank de moins tourner. Ça te dit les crayons, c'est ça? Ouais, chaque crayon, combien de lait qu'il donne, le lait qu'elle est prévu qu'elle donne. Donc elle est prévu qu'elle donne 9 saucettes, le lait qu'elle a pour l'instant donné. À peu près le temps qu'elle va le mettre à le donner là. Là, tu as la quantité concentrée qu'elle a, distribuée dans son robot. Voilà. Et tu peux aller voir toutes les infos de la vache là. Ouais, ça fait 7 vaches, 7-8 vaches à l'heure à peu près. Ok. Ça fait 45 000 kilowatts à peu près à l'année. Il y avait peut-être un peu moins, on était peut-être à 35-40 avant le robot de traite. Ok, donc tu penses à rajouter 5 à 10 000 kilowatts? Donc là, à cette époque-là, on est à peu près à 6 € du kilo par matière sèche. Pour 100 kg de matière sèche. On fait une marge de 8,50 à peu près par vache laitière par jour. C'est une marge sur quoi alimentaire? Sur quoi alimentaire? Ok, ouais. c'est la marge sur quoi alimentaire. Ok. Ça veut dire que ta vache, elle produit combien en moyenne? 19 kilos? 19 kilos là en moyenne. Là, ouais. Ok, là t'es à 550 €? Là, j'étais payé 622 € le dernier mois. Ok, Ça fait 12 €. ça fait 12 €. Et là, on a dit que ta marge sur quoi alimentaire, elle était de 8 €. Ouais. Ok, Ça fait 4 €. ouais. Ça fait un peu moins de 4 € de coût alimentaire par vache et par jour. Est-ce qu'on passe justement au type de pâturage? Du coup, à voir un petit peu comment tu l'as organisé pour faire en sorte que ça se passe bien avec le robot de traite. Ouais. Donc déjà, ce que tu m'as dit, c'est donc il y a des paddocks de jour, il y a des paddocks de nuit, à peu près 12 hectares. Oui. Et du coup, tes animaux, enfin tu sépares les différents paddocks avec un fil avant, Oui, c'est ça? c'est ça, ouais. Ok. Pour leur donner de la nouvelle herbe, après chaque Matin traite. et soir, ouais. D'accord. Donc à peu près le matin, ils démarrent à traire vers 6h, 6h30 les vaches. D'accord. Ils reviennent au robot. Du coup, à partir de... Alors ça dépend des époques, mais quand ils ont en toute herbe, ils peuvent directement ressortir côté jour. Ils ont de l'herbe fraîche. D'accord. Et ces mêmes vaches-là, qui ont démarré de bonne heure le matin, ils reviennent vers 17h le soir. D'accord. Ils traillent et ils repartent côté nuit, ils ont de l'herbe fraîche. Ok. Ça veut dire que ça se passe comment, du coup, au niveau... Elle passe dans le robot de traite, Oui. et là, du coup, tu as plusieurs voies. Après, non. Alors le robot de traite, il la relâche dans la stabule. D'accord. Et il y a une barrière d'herbage qui a 3 voies. D'accord. Si elle est traite et que c'est l'heure du jour avant jour, si elle est traite, c'est l'heure de la nuit avant nuit. Si elle n'est pas traite, il la renvoie dans la stabule. Ok.
Ça marche. Et du coup, ces barrières, elles changent à quelle heure du coup tu changes jour, nuit, nuit, jour? Du coup, c'est jour à partir de 6h souvent et Ok. nuit à partir de 17h. Ok. Ça a toujours été comme ça? Non, avant je faisais plus tôt la nuit, mais du coup les vaches revenaient trop tôt parce qu'ils avaient compris. Ouais. Parce qu'elle comprend très vite une vache. C'était vers 15h. D'accord. Et du coup, il y avait un trop grand écart parce que le matin, par contre, ils reviennent que quand il se met à faire jour. D'accord. Du coup, il y avait un trop grand écart entre la traite du jour et de la nuit. Ok. Donc tu as décalé de 15h à 17h Ouais. pour... ça marche. Et donc ça veut dire que tu dis elle se lève que à partir du moment où il fait jour, ça veut dire qu'elles reviennent toujours toutes seules ou ça veut dire qu'il y a des fois où c'est toi qui commences à initier le retour des vaches? En plein été, quand il se lève, fait jour de bonne heure, ils reviennent toutes seules. Ok. À cette époque-là, où il se met à faire jour plus tard, c'est moi qui vais initier le début des vaches. D'accord. Pour commencer à faire revenir les Voilà. premières et... ok. Surtout comme là, il y a beaucoup de vaches, sinon ça prendrait trop de retard. D'accord. Ok. Et est-ce que tu interviens aussi avant justement le changement d'heure de barrière? Est-ce que tu vas chercher du coup les dernières qui sont dans le paddock de jour pour les faire passer au robot ou les dernières qui sont dans le paddock de nuit pour les faire passer au robot? Oui. Ok. Dans les deux cas? Ouais. Disons que quand ils sont en toute herbe, je vais chercher les vaches le soir vers 20h, les dernières, D'accord. en rentrant. Et vers midi pour ceux qui sont restés en nuit. Voilà. Ok. Et ça finit vers, disons, la première traite, elle démarre de 6h, elle va jusqu'à 14h, 15h. Ouais. Et pour la nuit, ça démarre vers 5h et ça finit vers 1h du matin. Ouais. Et le reste du temps, il y a juste des vaches qui reviennent traire comme ça entre deux, mais il y a très peu de monde au robot. Ok. Donc c'est surtout sur ces plages-là. 6h, 14, 15h et 17h, 1h du matin. Oui. Ok. Tu Ça, parles... c'est quand ils sont en toute herbe. Voilà. Et du coup, le reste du temps? Quand on commence à redonner, distribuer une ration, du coup, souvent je distribue vers 8h30. Ouais. Du coup, je change la barrière d'herbage de jour. Elle passe au lieu de 6h, elle passe à 9h. Ok. Du coup, les vaches, ils attendent dans les stabules jusqu'à ce que je distribue. À partir de 9h, ils peuvent sortir à l'herbe. Ok. Et le soir, je change à 18h30, 19h, souvent. Selon l'heure qu'on distribue. Je change. Je change. Selon quand je distribue, je mets l'heure, quoi. Donc tu mets en général, la barrière, elle s'ouvre, enfin elle change une demi-heure après ta distribution d'aliments? Ouais, une demi-heure, un quart d'heure, ouais, c'est ça. Ok. Et puis, voilà. Du coup, je distribue et ensuite, ils ont le droit de sortir une fois qu'ils ont mangé. À l'auge. Ok, d'accord. Ok. Ça marche. Mais pareil, ils ont de l'herbe fraîche quand ils ressortent. Oui. Ok. Toujours. Ouais. Donc ça veut dire qu'elle reste toujours après un jour ou une nuit sur le paddock. Et ça veut dire que c'est quoi à peu près le temps de retour sur un paddock? Alors, en pleine pousse, c'est 3 semaines. Ouais. Sinon, c'est plus vers un mois. Ok. Voilà, à peu près. Parce que du coup, c'est quoi la surface? Donc la surface accessible, on est d'accord, c'est 24 hectares? À peu près, ouais. Ok. 24 hectares pour 75 vaches, donc ça fait que tu as 30-35 arts par vache. Ok. Donc ça veut dire que... Mais disons qu'en pleine pousse, il y en a qu'on coupe entre deux. D'accord. Ok, tu redécoupes les paddocks? Non, on coupe le paddock en entier. On Ok. fauche, quoi, et puis on fait de l'enrubanage dedans. D'accord. Ok. Et ça permet de... parce qu'il y a trop d'herbe, du coup, faut limiter. Sinon, ils gâchent. Ok. Donc c'est ça dont tu parlais tout à l'heure, c'est que pour les prairies du coup permanentes, elles sont pâturées sauf ces débrayages-là. Oui. Ok. C'est en enrubanage du coup que tu les fais systématiquement? Oui. Ou en ensilage d'herbe, oui. Ou en ensilage d'herbe. Ok. Pour revenir sur la question du pâturage, on a vu donc comment tu agençais tes paddocks. On a vu aussi le robot de traite avec les différentes barrières. Est-ce que tu peux nous parler un peu des aménagements, que ce soit chemin, abreuvoir, les distances parcourues? Du coup, il y a un abreuvoir dans tous les paddocks. Enfin, souvent, c'est un abreuvoir pour qu'il fait 2 paddocks, quoi, qui est en milieu de clôture. Les chemins autour du bâtiment, c'est bétonné. Et ensuite, ça part en terre. C'est plus large. Et puis, mais comme c'est en pente, ça évacue l'eau. Ok. Ton chemin en béton, il fait quoi comme largeur? 3 mètres de large. 3 mètres, ok. Et donc tes chemins en terre, tu dis, ils sont plus larges, ils font... Ouais, ils font 6 mètres. Ok. 6-7 mètres. Ouais, et donc la clé pour évacuer, c'est que eux, là, ils sont en pente naturellement, Voilà. donc t'as pas eu besoin de... Non. Il n'y a jamais d'eau qui reste, donc ça fait jamais beaucoup de boue.
Ok. Ok. Et en termes de distance, du coup, qui parcourent les vaches entre, du coup, la sortie du robot, enfin, ton bâtiment et le paddock le plus plus éloigné. loin, il y a 800 mètres. Ok. Est-ce que c'est la même distance que ce que tu avais avant le robot de traite ou est-ce qu'il y a une réduction, une Non, augmentation? c'est pareil. C'est pareil, ok. Donc elles vont aussi loin Oui. avec le robot de traite. Ok. T'as pas mis en place d'autres éléments particuliers pour faire revenir? Il n'y a pas de chien, il n'y a pas de... Non. Non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien Ils d'autre. reviennent d'eux-mêmes. Sauf toi quand Ouais. tu inities. À la fin, ouais. Ok. Mm. Ça marche. Bah, faut peut-être pas non plus que ça aille au-dessus d'1 kilomètre, je pense. Mais puis il faut avoir des bons chemins. Faut pas que les vaches... si t'as des mauvais chemins et que les vaches n'ont pas envie d'aller dedans, bah, s'ils vont à la prairie, ils n'ont pas forcément envie de revenir tout de suite parce qu'ils n'ont pas envie de marcher, quoi. Dans la boue, s'il y a des cailloux dans le chemin, ou des trucs comme ça. Faut faire attention bien au chemin, je pense. Faut qu'ils aillent... si vraiment tu veux valoriser l'herbe, faut pas que ce soit, je pense, soit faut être vraiment une grande prairie où ils sortent tous au même endroit, soit faut faire comme moi, mais faut pas faire des prairies qui fassent 2-3 jours ou des trucs comme ça. Je pense que c'est moins bien valorisé. Parce qu'ils vont tous sortir le premier jour, ils vont tout manger, ils vont pas... Puis après ça va être piétiné, ils vont pas avoir envie de retourner, quoi. Est-ce que tu peux nous parler du coup de la surface à peu près que tu fauches en ensilage d'herbe et en enrubanage chaque année? Du coup, on a à peu près 20 hectares de fauche, D'accord. de prairies temporaires, Ok. qui sont pas autour de du cours de ferme, Ok. et qu'on fauche 4 fois par an. On fait une première fauche en ensilage début mai, Ouais. une deuxième début juin, Ok. en ensilage, aussi. Ouais. souvent, ça dépend des années. Souvent un foin après vers le 1er août, Ok. et un enrubanage arrivé en octobre, quoi. Ok. Tu fauches à quel stade à peu près pour ces différentes coupes? Est-ce que tu as un stade particulier que tu regardes ou est-ce Avant que ça monte. Avant que ça monte, dans À tous les part cas. le foin, Voilà. c'est pas possible, ça monte trop vite l'été. C'est pour ça qu'on fait un foin, parce que ça n'a pas de valeur, de toute façon. Ok. Ça marche. Donc ça, c'est pour tes prairies temporaires. Ouais. Et pour les prairies permanentes, du coup, où tu fais de temps en temps un débrayage, tu fais en enrubanage. C'est parce que les vaches, ils ont aussi quelques prairies temporaires qu'ils vont manger eux. D'accord. Et, ou bon, des prairies permanentes. Moi, souvent, on essaye de les relier à ceux-là, et soit on les fait en ensilage ou en enrubanage. Ok. Ça marche. Si au moment qu'on fait un ensilage et que c'est une prairie à faucher, ben en même temps, on la passe, quoi. Ouais. Ok. Ça marche. Souvent, c'est celle de juin, quoi, qu'on a. Que vous avez sur les prairies permanentes. Oui. Ok. Tout à l'heure, tu disais qu'elles étaient en bâtiment de mi-décembre à mi-février. Oui. Donc, elles pâturent du coup 10 mois de l'année. Oui. Ça, c'est valable aujourd'hui. Est-ce que c'était déjà valable avant le robot de traite? Est-ce qu'il y a eu des changements du coup avec la mise en place du Non, robot de c'était traite? déjà comme ça. C'était déjà comme ça. Donc, il n'y a pas eu de variation dans la plage Non. annuelle de Le pâturage? seul truc qui change un peu, c'est que des fois, quand on n'était pas en robot de traite, on a vu les sortir parce qu'il faisait beau, Ouais. et puis les rentrer après parce qu'il faisait mauvais. Là, on peut plus changer. Et une fois qu'ils sont une habitude, faut pas les changer tout le temps, sinon c'est les perturbe de trop. Ok, c'est-à-dire ça les perturbe de trop. Ben, ça passe moins en robot, D'accord. ça tourne en rond dans la stabule, enfin ça va plus. Ok. Il faut déjà les 2 premiers jours où ça change, ça passe un peu moins en robot, ça a un peu moins de lait. Et Ok. c'est à chaque fois il y a un temps d'habitude. Ok. C'est pareil, par exemple là, parce qu'il y a une période où ils sortent plus la nuit. Par exemple là, à partir du 15 novembre au 15 décembre, Ouais. ils vont sortir qu'en journée. Ok. Il fait trop froid la nuit. Ok. Pareil, au tout début, ça va. Les périodes de transition sont pas faciles. D'accord. Par rapport au passage au robot de traite. Ouais. Ok. Au robot, ils ont toujours un granulé que j'achète, un 25 de protéines. C'est un concentré de production? Oui. Ouais. En production, qui rajoute un peu plus d'azote quand même, parce que c'est un D'accord. 25 de protéines. Ok. Et mes tailles gras,
Voilà, ça c'est toute l'année à peu près. Il y a juste l'hiver, quand ils sont enfermés, où j'achète des fois du soja à la place de mon métail gras. Ok. Est-ce que tu peux nous parler des quantités un peu que tu donnes de Ouais. granulés métail grain soja? Alors c'est selon la quantité de lait que la vache donne, D'accord. mais en moyenne c'est 1,5 kg de métail grain et 500 grammes de granulés. Ok. 500 grammes, c'est à tout le monde pareil et c'est le métail que tu fais évoluer en fonction de la production? Non, tout le monde évolue. Même les granulés, ça évolue. Ok. Et c'est Ça va combien- peut-être de 1 kg à 200 grammes quoi, Ok. en granulés. Et puis le métail grain, ça va être 2 kg à 1 kg. De 1 kg à 2 kg? Oui. Ok. Ok. Et c'est du coup à quel niveau de production tu donnes 1 kg, à quel niveau de production tu donnes 1,5, 2? 2 kg pour ceux qui donnent entre plus de 25 kg de lait à peu près. D'accord. Et 1 kg pour ceux qui donnent moins de 15. Ok. Et donc 1,5 kg pour celles qui donnent à peu près 20. Entre les deux, voilà. Ok, ça marche. Pour le granulé, tu disais entre 200 grammes et 1 kg. Ouais, à et peu pour... près les mêmes. C'est pareil, quoi. Ok, en dessous de 15 kg de lait, 200 grammes. Au-dessus de 25, 1 kg. Et puis entre les deux, ok. Et pour le soja, c'est quoi les quantités que tu... Je donne moins. Je monte jamais à plus de 600-700 grammes par vache. Ok. Ça coûte très cher. Et est-ce que tu en donnes à tout le monde, même des petites Oui. quantités? Ok. Même juste 100 grammes. Ok. Ça marche. Donc là, tu as parlé de ce que... Donc, granulé, métail grain et soja, c'est donné au robot. Oui. D'accord. Donc après, arrivé vers le 1er 15 août, quand il n'y a plus assez d'herbe, on redistribue au bol, souvent de l'ensilage d'herbe Ok. ou de l'enrubanage. D'accord. Tu en donnes quelle quantité à peu près? Ça dépend combien il y a encore d'herbe, mais en règle générale, on donne 7 à 10 kilos par vache en brut Ok. au début. Ouais. Et on monte au fur et à mesure de l'année. Là, arrivé là, à l'époque qu'on est, ils sortent encore jour et nuit. Ok. Mais on est arrivé qu'on donne 7 kilos de maïs en silage. En parlant brut ou tu... 10 kilos plutôt de maïs en silage, ouais. 10 kilos de maïs en silage brut. Ok. Et on donne 20 kilos d'ensilage d'herbe. Ok. Ils sont à combien de pourcentage de matière sèche, ton ensilage de maïs et ton ensilage d'herbe? Le maïs, il est à 30%. Ouais. Et l'ensilage d'herbe, il est à 40%. Ok, ça va rester à peu près jusqu'à ce qu'elle rentre en bâtiment? Ouais, c'est ça. Et après, on va monter en ensilage d'herbe. On monte jamais plus en maïs. Donc ça veut dire que la ration qu'elles vont avoir en bâtiment, ça va être dans tous les cas 10 kg d'ensilage de maïs. Ouais. Et après, ça va être... Ça va être 10 kilos, du coup, enfin 20 kilos d'ensilage d'herbe de première fauche. D'accord. Et ça va être complété par... faut faire le calcul pour voir combien il y a de tonnes de matière sèche, mais... Et ben du coup, il y a 3 kg là de maïs en sec. Et puis du coup, il y a à peu près 8 kg de matière sèche d'ensilage d'herbe. Donc du coup, Voilà. on est à 11 kg de matière sèche pour l'instant. Ouais, bah, il va rajouter 8 kilos d'un autre ensilage, d'un autre enrubanage ou ensilage d'herbe, plutôt d'une fauche plus azotée du mois de juin ou celle qu'on va faire, enfin celle qu'on fait là, à cette époque-là. Ok. Ça marche. Est-ce qu'il y a autre chose que tu donnes à ce moment-là? Du coup, quand on remplace enfin là, ils ont de l'orge aussi. D'accord. En ce moment, 1 kilo d'orge. Ok. Mélangé aussi dans le bol. Ok. Donc là, il y a orge, maïs ensilage et ensilage d'herbe. Ok. Et dans la ration hivernale, il y aura aussi de l'orge. On mettra le métèque, vu que si on achète un autre granulé pour mettre à la place du métèque dans le robot. D'accord. De soja. Ok. Donc du coup, au robot, il y aura granulé et soja. Et dans le bol, il y aura maïs ensilage, 2 types d'ensilage d'herbe Ouais. et le métail. Ouais, 1 kilo de métèque. 1 kg. Ok. Et pour la mise à l'herbe, quand tu remets à l'herbe, du coup, c'est quoi ta ration de transition? Est-ce qu'on repasse sur la même qu'on a début août dont tu nous as Ouais, parlé? non, on continue le maïs. D'accord.
Voilà, Vous continuez, voilà. Tu continues le maïs à la même, quantité. D'accord, donc 10 kg. Et on baisse l'ensilage d'herbe selon la quantité d'herbe qu'il y a dehors. Ok. Et tu fermes à peu près, enfin tu donnes plus de ration à l'auge à partir de quand à peu près? 1er juin. 1er juin, ok. Donc 1er juin jusqu'à 1er août. Ouais. Enfin 1er mi-août. Ok. 2 mois à peu près, c'est fermé. Ok. On peut passer du coup, tu nous as parlé donc des fourrages déconcentrés. La nouveauté là du coup dans la ration, est-ce qu'il y a des changements du coup par rapport à avant le robot de traite, par rapport au concentré que tu donnes aujourd'hui? Non. Non. Avant, on le donnait à la main, devant l'auge. Ok. Tu donnais la même quantité de granulés, de Ouais. métail et du soja aussi? Oui. Ok. La seule petite différence, c'est peut-être qu'avant, on n'en donnait pas aux vaches qui donnaient pas beaucoup de lait. Maintenant, ils en donnent tous un peu, forcément, au robot. D'accord. Mais c'est tout. Ok. Donc tu donnes à peu près la même quantité, Ouais. ça marche. Du coup, en termes d'autonomie alimentaire, le fait d'installer le robot, ça n'a pas forcément eu beaucoup de répercussions sur... Non. Ça marche. T'as pas changé la ration plus que ça? Non. Ok. Non. Ça n'a pas changé la ration, ça. Ok. Le robot. Ouais, ça marche. Donc ça te satisfait. Oui. Ça marche. Tu nous parlais du coup tout à l'heure de la production. Donc aujourd'hui, tu es à peu près à 6500 litres par vache Oui. par an. Tu étais à combien avant le passage en robot de traite? C'est pas facile à dire parce qu'on est passé un peu en bio en même temps, donc... D'accord. Donc tu as les deux changements en même Ouais. temps. Et si du coup on dit avant passage en bio et avant robot de traite? Avant le passage en bio, on était plus autour de 7000. D'accord. Ok. Et je pense qu'on a descendu un peu plus. Je pense qu'on aurait moins de lait si on n'était pas en robot de traite. Ok. Tu penses que ça aurait baissé plus avec juste le passage en bio? Ouais. Et que du coup ça augmente Enfin, pas beaucoup, hein, il n'y aurait pas une énorme différence, hein, mais un petit peu. Parce que les grosses laitières qui font... Il y a une différence quand une vache fait 2 traites ou elle en fait 3. Ok, C'est quand il y a une vache qui donne beaucoup de lait, souvent elle va faire 3 traites quand même. d'accord. Et ça veut dire que ces vaches qui produisent beaucoup, elles produisaient combien dans ton système d'avant et aujourd'hui? En pleine production, disons qu'elle monte à un peu plus de 30 kilos par vache, D'accord, par jour. ok. Qu'ils n'auraient pas monté autant s'ils seraient restés à 25, 26 Ok, s'ils faisaient que 2 traites par jour. ok. Et en termes de qualité du lait, est-ce que tu as vu des différences en termes de TB, TP, de taux d'urée? Non, il n'y a pas de différence. Ok. Et donc tu es à combien à peu près? Est-ce que tu sais, en moyenne, on va dire? En moyenne sur l'année, on est à 45, 35. Ok. Ça marche. Et si là on passe plus d'un point de vue bien-être animal, santé des animaux, est-ce que du coup, enfin comment tu trouves que vont tes vaches d'un point de vue santé, d'un point de vue bien-être, d'un point de vue stress, que ce soit avant passage en robot traite ou maintenant? Il n'y a pas d'énormes différences. Enfin, ils sont pas stressés. Ils ont peut-être plus l'habitude qu'on soit dedans maintenant. D'accord. Encore plus qu'avant. T'as l'impression d'y être Ouais. plus? Pas pareil, c'est pas fait pareil. C'est-à-dire? On marche dans les vaches, on peut plus facilement trier une vache et ça stresse pas les autres. Ok. Parce qu'ils ont l'habitude d'être manipulés une par une. Ok. Si tu as besoin de pousser une vache ou d'aller faire une soin à une vache, tu vas chercher que celle-là. Les autres, ils continuent de vivre leur vie. Ok. Ça les perturbe pas. Avant, ils avaient l'habitude de marcher en troupeau plus. Ok. Là, c'est parce qu'elles ont plus l'habitude de revenir de manière individuelle au robot traite et parce que t'es plus. On est plus dedans, Disons que plutôt que de pousser tout le troupeau, tu voyais pas forcément la première vache et tout ça. Ok. Là, tu passes, tu marches dans les vaches plus facilement. Ok. Donc toi, t'as remarqué une différence à ce niveau-là Ouais. qui va Ils sont plus. moins stressés. Elles sont moins stressées. Mm. Ok. Et en termes de, je sais pas, de coûts vétérinaires ou de boiterie, mamie, ou des choses comme ça, est-ce que tu observes des différences, toi On a diminué en mamite, mais ça peut être lié aussi aux logettes qui ont été faites en même temps. D'accord. Ouais. Je pense d'ailleurs que c'est lié aux logettes qui ont été faites en même temps. Ok. Parce qu'on avait déjà, les débuts des logettes, on a eu quand même 4-5 mois où on était juste en logette, il n'y avait pas encore le robot. Ouais. Et on n'avait pas eu de mamite non plus. D'accord. Donc là, on n'a pas beaucoup de mamite. Après, en couveto, ça n'a pas changé beaucoup. On a Ouais. toujours un peu de problème. Ok.
Voilà. C'est quoi les quelques problèmes que vous avez? Les plus fréquents, ça va être les corps étrangers sur les vaches. Ok, Ou après, c'est des problèmes au vélage, souvent. d'accord. Pour lequel tu fais intervenir le veto? Voilà, vélage trop difficile, ou Ok. mauvaise délivrance. On ne sait pas souvent, hein, mais ça arrive. Ok. Et par contre, au niveau des boiteries, est-ce que tu observes... Et on a plus de... Enfin, on a pas plus de boiteries, mais on a toujours des boiteries, quoi. Ok. Mais les vaches marchent beaucoup. Ouais. Et le problème, c'est plus les petits cailloux, les abcès, tout ça. Ok, c'est ça que tu observes le plus souvent? Ouais. Ça marche. Et du coup, en lien avec le pâturage, est-ce que tu as des problèmes de parasitisme? Est-ce que... Non. On essaye que tout le monde fasse son immunité, quoi. Ok, comment tu Quand ils fais sont ça? jeunes, Ouais. avec le pâturage tournant dans les petits veaux. Ok. Vous faites ça depuis combien de temps, le pâturage tournant sur les petits veaux? Ça fait au moins 7-8 ans. Et du coup, ça veut dire que tu étais déjà là avant les 7-8 ans. Est-ce que toi, tu as observé des différences entre pas de pâturage tournant pour les jeunes et maintenant On qu'il y en a? vermifugeait systématiquement avant. D'accord. Depuis qu'on fait ça, non. On vermifuge que vraiment s'il y en a une qui est malade. Ok. Et comment tu sais qu'elle est malade? C'est parce que tu observes, c'est que tu fais Ouais, des copros, à l'observation. c'est à l'observation. Ouais. Ok. Et donc là, tu fais des vermifuges Oui. ponctuels. Moi, j'en fais un quand elle est malade. Juste à celle qui est malade. Ok. Et ça veut dire que tu fais quoi comme type de traitement? Je fais un vermifuge sur le dos. C'est sur le dos? Ok. Ok. Et après, si on passe plus sur des aspects repro, tu es en insémination artificielle, en monte naturelle? 100% artificiel. Ok, ça marche. Et du coup, comment enfin, pour la détection des chaleurs, tu fais comment? L'œil et le robot, ils détectent les chaleurs aussi. Ok, Avec le collier, quoi. d'accord. Elles ont tout un collier. Ouais. Et après, plus par rapport justement aux veaux, il n'y a pas d'élevage de veaux sous la mer. Là, tous Non. les veaux tu les sépares à quel âge? Je le laisse une journée à peu près avec la mère. D'accord. Et ensuite, tu les mets du coup... En niche individuelle. Ok, pendant combien de temps? 15 jours, 3 semaines. D'accord. 15 jours, 3 semaines. Après, tu les mets du coup en case collective? Oui. Alors, à partir du mois de mars, ils vont directement en cage collectif dehors à l'herbe. D'accord. Jusqu'à peu près au mois de... Tout ce qui naît jusqu'au mois de juillet à peu près. D'accord. Et à partir du mois d'août, en cage collectif, mais en stabule. Ok. Et du coup, les animaux qui naissent en août verront l'herbe pour la première fois à partir de Mois de mars, mai. Ok, mai. Peut-être un dernier point sur la partie tes critères de réforme. Est-ce que la façon dont tu réformes tes animaux a changé avec l'installation du robot de traite? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu es peut-être plus vigilant que tu l'étais moins? Oui, il faut faire attention aux mamelles qui sont un peu trop serrées des fois, que le robot a du mal à brancher. D'accord, donc c'est la conformation de la mamelle Ouais. qui devient un critère. Voilà. Ok. Avec du coup la façon dont les trayons sont. Ouais, des fois si les trayons de derrière sont trop collés, D'accord. ou si la mamelle est penchée dans le mauvais sens. C'est quoi le mauvais sens? Comme ça. D'accord. Les trayons de devant trop bas par rapport aux trayons de derrière. Ok. Du coup, il voit pas bien le robot parce qu'il y a un laser devant D'accord. et il voit pas bien les trayons de derrière. Ok. Donc la conformation de la mamelle, c'est devenu un critère Ouais. qui n'en était pas un avant. Est-ce que tu as Moins d'autres? un, ouais. Ok, t'as- Avant, on cherchait plus les mamelles là, qui sont pas trop écartées pour D'accord. réussir à bien les brancher en selle de traite. Et maintenant, c'est plus le contraire. Enfin, pas le contraire, mais entre les deux, quoi. Ok. Est-ce que tu as d'autres critères que cela pour ta réforme? La vitesse de traite. D'accord. Parce qu'une vache trop longue à traire, elle passe trop de temps dans le robot. Ouais. Et du coup, elle prend la place d'une autre. D'accord. Quand tu dis du coup vitesse de traite, en moyenne, c'est quoi la moyenne de temps où la vache reste dans le robot de traite? Faut pas que ça mette plus de 10 minutes, quoi. Pas plus de 10 minutes. Ok. Après, ça dépend de la quantité de lait qu'elle donne, forcément. Mais... Ouais. Ok. Disons qu'il y a des vaches qui font 3 litres à la minute de lait. Il y en a qui en Ouais. font à peine 1. Donc, il y a une sacrée D'accord. différence. Ok. Est-ce que tu as d'autres critères que cela? Après, l'autre critère, ça peut être si elle passe bien en robot, quoi. Ok. Son C'est-à-dire du coup. passage. Il y a des vaches qui vont moins facilement en robot que d'autres, quoi.
D'accord. Donc c'est plus Il y a si des tu as vaches qui besoin. vont pas du tout, même. Ok. Donc c'est des vaches que tu as besoin d'aller chercher à l'herbage. À chaque coup, ou il faut toujours la pousser dans le robot. Ouais. Ok. Ou y compris qui sont dans la stabu et qui vont pas Ouais. au robot. Ok. Et donc, Bon, il y en a pas beaucoup, hein, c'est peut-être une par an. Quoi. Ouais. Ok. Il n'y a pas de réforme justement sur les boiteries, sur. Non, pas c'est pas trop. quelque chose de- Ok. Souvent, on arrive à pas mal à les soigner. Ouais. Et puis, il y a que vraiment quelques fois, ça arrive qu'il y a des réformes sur les boiteries, mais... Pas plus que ça. Non. Ok. Bah, on essaye de les faire vieillir le maximum. Oui, ça arrive toujours qu'il y a toujours un petit truc qui fait qu'on les réforme avant, mais ce qui serait bien, c'est arriver à ce qu'ils fassent au moins 5 à 6 lactations. Mais il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. En moyenne, tu dirais que tu as combien de lactations par vache? 3. Si on passe à des aspects un peu plus temps de travail, est-ce que tu peux nous parler un peu justement, je sais pas, du temps de traite que tu avais avant, du temps que tu passes maintenant à ramener les vaches au robot, sur le logiciel? Alors, avant, on mettait 1h30 à peu près à traire, D'accord. matin et soir, Ouais. sans compter de faire les veaux. Ok. Et les veaux, ça te prenait combien de temps? Bon, 10 minutes. Ok. Maintenant, je mets à peu près autant de temps. Mais disons que je peux faire les veaux en même temps. Et je peux faire des petits trucs en même temps, quoi. Et je peux facilement plus nourrir en même temps et tout ça. Et je suis tout seul, surtout. Ok. Parce que là, du coup, 1h30, c'était À deux, à ouais. 2 personnes. Ok. Et donc là, quand tu dis je mets le même temps, donc tu parles de 1h30. Ouais. Et du coup, Le tu fais matin, quoi? je mets à peu près 1h30 le matin Ouais. à pousser les vaches qui sont en retard, Ok. donner à boire aux veaux. Ouais. Voilà. Et je finis par distribuer à manger. Alors que là, quand on parlait des 1h30 quand tu avais la traite, c'était uniquement la traite. On Ouais. parlait pas du coup de l'alimentation Non. en plus. Ok. Non, il y avait, mais c'était à deux, quoi. Ouais. Ok. Et donc là, c'est le matin, 1h30. Le soir, tu passes le même temps ou 1h le soir. 1h le soir. Qu'est-ce qui fait que c'est plus rapide? Je sais pas. Toujours été comme ça, un peu plus rapide le soir. Ok, même Ouais. quand Il y a moins de retard le soir. Il n'y a pas de retard le soir, souvent. Ok, donc tu as moins besoin de pousser les vaches. Ouais. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu penses justement du travail? Enfin, parce que donc le fait de maintenir du pâturage, c'est souvent vu comme une charge de travail supplémentaire. Comment toi tu le vois justement ce temps passé au fait de maintenir le pâturage avec le robot de traite? Bon, il n'y a pas une énorme différence. Ok. De toute façon, c'est que ça revient au même que si tu donnais à manger, quoi. Au lieu de donner à manger, au lieu de faire un bol plus gros, on va avancer un fil pour leur donner de l'herbe. Et les vaches y reviennent après toutes seules Ok. pour traire, donc il n'y a pas besoin d'aller les chercher. De toute façon. Ouais. Surtout quand on distribue un bol, il n'y a même pas besoin d'aller les chercher. Ok. Ils reviennent toujours manger. Ouais. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que ça prend pas plus de temps de maintenir le pâturage. Non. C'est juste un travail différent. Oui. Ok. Ok. Et après, en termes de temps, du coup, là, tu comparais le temps de traite et puis le temps aujourd'hui pour la partie aller chercher les vaches. Tu penses que tu passes combien de temps en plus sur le logiciel, justement, du robot de traite? Est-ce que tu passes du temps Non, le temps, je le passe quand j'y suis, là, les 1h30. D'accord, ok. Et en termes de temps, est-ce que tu as souvent des pannes qui doivent être gérées, qui te prennent un peu de temps? Ou est-ce que... Ça peut arriver, oui. Mais ça prend pas beaucoup de temps, normalement. Puis c'est assez rare. Ok. Si ça arrive une fois tous les 3 mois, D'accord. 3-4 mois. Ok. C'est quoi en Ça prend- général la panne en question? Comme je disais tout à l'heure, ça peut être un bug informatique, dû à une micro-coupure ou juste une pièce à changer qui est en panne, Ok. une corde de cassée qui tient les manchons. Ok. Voilà. Si on passe à l'aspect plus un peu à qui tu vends pour l'instant ton lait. Sodial. Ok, c'était déjà le cas avant le robot de traite. Oui. D'accord. Et est-ce que avec le passage en robot de traite, tu as eu une différence en termes de chiffre d'affaires, en termes de BE, en termes d'objectifs que tu te fixais pour pouvoir justement pallier l'investissement supplémentaire? Non. Non.
Pas eu de changement. Ok. Non. Non, mais il y avait le passage en bio en même temps, donc... Enfin, il y a eu beaucoup de changements en même temps, du coup, on peut pas lier à quoi est liée la différence. Quand on est passé en bio, moi, je me suis installé en 2020. Du coup, on est passé de 1, mon père était tout seul, à 2. Donc, il a fallu quand même monter un peu le BE. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a augmenté le nombre de vaches à traire. Ok. Voilà. Et puis, après, on a arrêté les céréales à vendre. Ouais. On est passé en bio. Du coup, le prix du lait a monté. Ouais. Ce qui a permis aussi de complémenter. En moyenne, sur l'année 2023, j'ai été payé 550 € les 1000 litres, On est d'accord avec les primes. avec les primes. Disons que le prix du lait, il est arrivé au mois de mai, juin, avril, mai, juin, quoi. Il est au même prix que le conventionnel. Ok. Et arrivé à cette époque-là, il est peut-être 100 € plus cher. Ok. Donc sur la partie fin de printemps, début été, il est au même prix que il Ouais. est au même prix que le conventionnel. Et là, ok. C'est pour ça que ça vaut le coup de produire beaucoup de lait à cette époque-là. Et ça veut dire qu'en mai-juin, t'as combien de vaches à la traite? Là où aujourd'hui, t'en as 70. J'essaie d'en avoir 60, Ok. 65, quoi. Et puis on fait plus de ce qu'on avait prévu dans le prévisionnel. On fait plus de lait, il est payé plus cher que ce qu'on avait prévu. Du coup, ça passait déjà avec le prévisionnel, donc non, ça va pas mal. On fait mieux que ce qu'on avait prévu. Donc ça, c'est bien. On est mieux physiquement en robot qu'en salle de traite. Rien que pour les épaules, enfin, c'est beaucoup plus facile. Et puis, c'est moins, ouais, puis on est plus tranquille, quoi. Par exemple, on est invité, on n'est pas obligé de rentrer pour aller traire. On peut rester. Que tu fasses le travail à 5 heures ou que tu le fasses à 19 heures ou à 20 heures, ça revient au même. On est vachement plus souple sur les horaires. Des fois, on est même mieux à y aller plus tard que plus tôt, parce qu'en fait, ces vaches-là, ils passent. Ils sont déjà passés quand tu arrives. Donc, tu mets encore moins de temps quand tu arrives plus tard que quand tu t'arrives plus tôt. Est-ce que tu vois d'autres avantages que ça, du coup, au robot traite, maintenant que tu l'as installé? Même avant, on donnait les concentrés à la main, du coup, au cornali. Maintenant, c'est donné automatiquement dans le robot. Ça permet pas mal de choses. C'est plus facile de se faire remplacer, je trouve. Ouais. Oui, et puis tu parlais du coup du fait d'avoir des données sur tes animaux. Oui, et on a plus de renseignements sur les animaux. Et ça te permet de faire quoi, d'avoir plus de données, du coup? Dès qu'on voit une vache qui a une diminution d'ingestion, de rumination, tu vas directement la voir ce qu'elle a. Ok. Tu les soignes plus rapidement, quoi. Ok. Puis plus elle est soignée vite, mieux c'est, quoi. Ok. Est-ce que du coup, tu as l'impression que ça s'est traduit par moins de problèmes sanitaires finalement sur ton troupeau ou... Pas moins de problèmes, mais mieux soigné. Ok. Ok, ça marche. Et est-ce que tu vois des inconvénients du coup à l'installation du robot traite? L'inconvénient, c'est certaines, des fois, comme je disais, les transitions qui sont dures à gérer. Ouais, ok. Voilà. Et l'autre inconvénient, c'est que tu peux être parti loin et il peut toujours t'appeler, il peut y avoir une panne. Et du coup, soit tu es obligé de revenir, soit il faut que tu trouves quelqu'un qui vienne voir s'il y a quel problème et si ça peut être réparé facilement. Voilà. Ok. J'ai déjà vu être invité et du coup, j'étais quand même à 1h30 de route. Du coup, j'ai le voisin qui a un robot de traite aussi. Okay. Du coup, c'est lui qui est venu. Il a juste à éteindre et rallumer. C'était une micro-coupure qui avait fait bugger Il a éteint, il a rallumé et c'est reparti, quoi. Mais si t'es pas là, tu peux pas le faire. Ouais. Donc tu as ce côté-là imprévu ou lié aux pannes et où dans ces cas-là... C'est que ça marche 24 heures sur 24, quoi. Ok. Donc tu peux être réveillé la nuit. Ok. Ça doit être ça l'inconvénient, quoi. Ouais. Quels avantages tu vois, toi, à avoir maintenu justement le pâturage avec le robot traite? De toute façon, nous, on est obligé d'avoir du pâturage. Ouais. On est en bio, déjà, c'est obligatoire. Ensuite, on a des prairies autour de la ferme, du coup, qui sont pas retournables. Du coup, on est obligé d'avoir du pâturage aussi. Ouais. Et puis, il n'y a pas vraiment d'avantage, mais moi, j'aime bien avoir les vaches dehors, quoi. Ok. C'est mieux, je préfère les voir manger de l'herbe que de les voir tout le temps enfermées dans la stabule.
Ok. Voilà. Puis ils sont plus heureuses comme ça, je pense. Ok, donc toi, c'est que tu ne te voyais pas faire autrement que ça. Non. Ok. Et du coup, si c'était à refaire, le passage au robot de traite, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment de ce que tu as fait? À part démarrer peut-être pas à la même époque, parce qu'on a dû démarrer, on devait démarrer au mois de décembre, on a démarré au mois de mars. Ouais. Et du coup, on a dû démarrer le pâturage et en même temps le robot de traite, Ok. ce qui a été assez compliqué. Ok. Sinon, non, je pense pas que je ferais autre chose différemment. Ça a été étudié quand même pendant 2 ans avant de le faire. Ouais. Ça a mis longtemps, mais il fallait bien tout réfléchir. Et je pense qu'on a pas mal travaillé. C'était quoi les éléments principaux sur lesquels vous avez réfléchi et qui ont nécessité du coup cette organisation pendant 2 ans avant? Alors, on réfléchissait à faire une sortie directement sur le robot à l'herbe. D'accord. On l'avait vu dans une des fermes qu'on avait visitées. Ouais. Et finalement, du coup, On a opté pour autrement. ok, pourquoi? Parce qu'il y avait des inconvénients aussi à ça. Des fois, le gars il avait des problèmes avec des vaches qui revenaient, qui bloquaient les vaches à sortir au robot, D'accord. qui se mettaient de l'autre côté, parce Ok. qu'ils voulaient pas forcément sortir. Ouais. Et du coup, voilà. Et puis, c'était mieux de les voir. Enfin, la barrière des vaches est assez proche du robot de traite, donc ça marche aussi bien comme ça. Puis c'était plus facile, nous, la façon dont on mettait le robot de traite dans ce sens-là, en fait. Ok. Pour Ça marche. pour le bâtiment, quoi. Ouais. Voilà. Ok. D'accord. Donc du coup, ce que tu aurais fait différemment, c'est juste de ne pas avoir à gérer la mise à l'herbe en même temps que l'arrivée du robot de traite. Ouais, C'est ça. ouais. Et du coup, dans la partie organisation, c'était vraiment surtout comment tu gères la sortie du La bâtiment. sortie, ouais. Ok. On est sûr que ils comprennent bien qu'une fois qu'ils étaient traites, ils aillent dehors. Ouais. Le truc, c'est qu'à l'époque, ils comprenaient encore plus rapidement à aller dehors qu'aller au robot, quoi. D'accord. Ça, ils comprennent très très vite, en fait. Ok. La barrière d'herbe. Ok. Donc ça a été beaucoup réfléchi. Ce que tu avais dit tout à l'heure qui a été beaucoup réfléchi aussi, c'était l'organisation du pâturage. Ouais. Le jour-nuit. Ouais. Voilà. Disons qu'il faut quand même qu'ils soient moins loin la nuit que le jour aussi. Ils reviennent plus facilement, plus vite le matin. D'accord. Donc ça veut dire que tes paddocks de nuit sont plus proches que tes paddocks de jour? Ouais. Ok. Surtout à cette époque-là, quoi. À cette époque où le soleil se lève tard, tu veux Voilà. dire? Ok. Quand il fait, au mois de juin, tout ça, ils peuvent aller assez loin la nuit, ils reviennent toujours de bonne heure quand même. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on a réfléchi d'autre? Après, il y a eu, comment placer, où mettre le robot. Ouais. Et puis, parce qu'on a fait les logettes en même temps, donc il y avait le système de logettes à penser en même temps. D'accord. Et du coup, le robot, comment vous avez réussi à le placer? Enfin, qu'est-ce qui a fait que vous l'avez placé à l'endroit où vous l'avez placé? Du coup, il est pas loin de la sortie, D'accord. donc les vaches n'ont pas beaucoup à faire. Ok, pour aller jusqu'à la barrière d'herbage. Voilà. Ouais. Ça nous permettait de faire un parc de paillets derrière le robot. D'accord. Donc comme ça, s'il y a des vaches qui ont des problèmes qui boitent ou des trucs comme ou en plein hiver, des fois on fait des prépavelages dedans. D'accord. Ça permet de passer les génisses pour la première fois un peu avant qu'ils vêlent, quoi. D'accord. Les habituer un peu à aller dedans. Ok. Comme ça, ils sont moins stressés le jour où ils vêlent. Ouais, d'accord. Voilà. Et puis c'est à peu près tout, voilà. Et puis le problème c'était que ça faisait casser la fumière, quoi, si on le plaçait plus loin. D'accord. Mais du coup, on a cassé la fumière et c'était mieux comme ça. D'accord. Ok. Ça marche. Ok. Et du coup, si tu avais quelques conseils à donner à quelqu'un qui justement va s'installer en traite robotisée, qu'est-ce que tu dirais? Qu'il faut réfléchir et qu'il faut aller en voir beaucoup. Ok. Voilà. Toi, pour toi, ça a été la clé Ouais. pour t'installer Il faut aller en voir et voir plusieurs systèmes et puis prendre ce qu'on aime et puis voilà. Faire un peu à soi et puis c'est bien. Ok. Donc, aller voir des fermes et anticiper. Ouais. Et toi, 2 ans, ça te semblait bien en termes de durée pour avoir le temps d'organiser ton système? Ouais, c'était même quasiment 3 ans, mais ouais. Ouais. Ok. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut, je pense. Ok. Faut pas se précipiter. Ça, c'est toutes les vaches qui sont pas encore passées au robot, Ok. qui vont traire jusqu'à
Ça va finir vers 15h. Ouais. La barrière d'herbage, elle est là-bas derrière. Derrière le petit muret, là, on voit les barrières là-bas. Là. Du coup, pour aller en jour, la barrière, elle s'ouvre tout droit. Donc elle sort par là, elle part en jour. Elle revient par l'anti-retour qu'elle a. Elle va traire. Et elle repasse par la barrière. Les deux s'ouvrent et elle part par là derrière. Et là, tu as les pâturages de nuit par là. Et puis ils veulent sortir là quand ils sortent dehors, ils veulent sortir dehors, ils savent qu'ils sont obligés de traire pour sortir, donc ils sortent. Mais oui, ils aiment bien aller dans le robot, passer. Ça les dérange pas. Ouais, tu disais que le fait d'avoir vraiment un nouveau paddock à chaque fois. Ah bah ils savent qu'ils vont avoir de l'herbe fraîche, tu vois. Et là tu penses si un jour tu oublies d'ouvrir le paddock, ça tourne en rond, ça revient dans la stabule, ça gueule, ils le savent, hein. T'as plus le choix. Ouais, donc toi t'as observé la différence du coup. Si t'as oublié une fois par exemple de... Ah oui, ils ont l'habitude d'avoir de l'herbe fraîche et si tu leur donnes pas, c'est comme si t'avais pas distribué à manger devant l'auge et qu'ils avaient faim, quoi. Ok, donc elles reviennent ici. Ouais. Ah bah du coup là on a les 3 voies. Une voie par là, une voie par là et une voie là-bas qui repart dans le bâtiment. Quand une vache veut sortir pour aller en jour, du coup, celle-là se décale, elle part en jour. Et quand c'est l'heure de la nuit, les deux se décalent et elle part par là en nuit. Elle revient par l'anti-retour qu'elle a quand elle revient de nuit. Et elle revient dans l'anti-retour qu'elle a quand elle revient de jour. Et moi, sur le robot, j'ai les données qui me disent si elle est partie en jour, si elle est toujours dans le bâtiment, si elle est partie en nuit. C'est bon. Donc voilà. Donc cette nuit, les vaches, ils ont été en face. Donc il y a le ressort, ils partent par là. Ils ont mangé là. Il y a le fil avec la bobine plus loin. Pour la nuit prochaine, on va le ravancer jusqu'au puits en bois, qui est après, pour faire une nuit de plus. Et une troisième nuit, la nuit dans 2 jours. Donc là, c'est des paddocks de 3 jours, tous ceux que tu as là 3 jours là, et après on a les paddocks là-bas, là, qu'on voit les grands là. Ça va jusque la terre là. Ok. Du coup, c'est des paddocks de 4 jours là. 24 nuits. Ok. Et les vaches qu'on voit là, du coup? C'est des vaches taries là. D'accord. Donc tu as aussi les vaches taries qui vont sur les paddocks de nuit? Ouais, parce qu'il y en avait trop pour les vaches, du coup là on a mis 3 vaches taries sur un paddock. Ok. Ça marche. Donc ça veut dire que sur les paddocks, là, les 12 hectares de paddock de jour et 12 hectares de paddock de nuit, tu as les vaches laitières plus. Il y a les vaches taries des fois qui prennent un paddock. Ouais. Ok, ça marche. Pour adapter du coup en fonction de la pousse de l'herbe. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, du coup, ton herbe, elle était à quelle hauteur? Est-ce que tu regardes un peu la hauteur d'herbe avant d'y entrer? Est-ce que... Un peu, mais plus trop à cette époque-là. De toute façon, on va plus faucher maintenant, donc ils rentrent là où il y a le plus d'herbe et puis voilà. Ok. De toute façon, on va jamais monter maintenant, donc faut qu'ils passent partout. Ok. Donc là, c'est des prairies permanentes que tu as là? Là, c'est une temporaire, ça. Ça, c'est une temporaire? Ouais. Okay. L'année prochaine, ce sera du maïs. Enfin, là, il y a encore 1 an de prairie et dans 1 an, ce sera du maïs. Et c'est quoi comme flore que tu as dans tes prairies temporaires? Je sème un mélange de raigrats anglais, raigrats hybrides. Enfin, pas beaucoup de raigrats hybrides dans ce que les vaches mangent. Trèfle blanc, trèfle violet. Ok. Diploïde, tétraploïde, c'est quelque chose que tu regardes? Non, pas trop, non. Okay. Mais plus souvent, on le regardait plus quand on faisait du raigras d'Italie et on prenait du diploïde plus. D'accord. Ok. Et sur les prairies permanentes, c'est quoi la flore que tu observes le plus? Ça, c'est des prairies qui ont été refaites aussi. Qui ont été refaites quand? Quand on est passé en bio, il y a... D'accord, il y a 4 ans. Il y a 6, ouais, même plus maintenant, mais ouais, okay. 5 ans. Et donc là, il y en a une qui était en culture l'année dernière, qu'on a retournée, qui viendrait être ressemée, celle qui est juste en face de nous. D'accord. Après le reste là, après ça devient trop en pente, donc on retourne plus. Ok. C'est à peu près pareil ce qu'on avait semé, et puis les autres ils sont venus toujours naturellement. Mais c'est pareil, c'est beaucoup de raigrats anglais, de pâturins. Ok. Voilà. Et un peu de trèfle ou... Il y a du trèfle, trèfle blanc. Ouais. Trèfle blanc. Ok. Et tes paddocks de nuit, c'est plutôt... tes paddocks de jour, pardon, c'est plutôt des prairies... C'est des prairies souvent... C'est que des prairies quasiment permanentes. Ok, donc il n'y a que là que tu as des prairies temporaires autour de ton bâtiment. Là, ouais. Ok. Puis il y en a un peu là-haut, mais pas beaucoup. Allez, le premier ensilage, il fait
85 UF à peu près. 0,85 Ouais. UF et pour combien de PDI? Ça fait, plus en MAT, je dirais, ça fait à peu près 10 de MAT. 10 de MAT. C'est pour ça qu'il faut que l'hiver, on rajoute un ensilage plutôt du mois de juin ou de cette époque-là qui est plus riche en MAT pour Ok. augmenter la MAT dans la ration. Ok. Et parce que du coup, aux autres périodes, il est plutôt à combien ton... Alors, il va plus tourner autour des 18 de MAT. Ok. Pour combien d'UF? Il va peut-être même être quasiment meilleur en UF parce qu'on essaye de faire des coupes assez courtes quand même. D'accord. On va essayer qu'il soit assez riche en UF, donc il va border les 0,90 je pense. Ok. Et quand tu dis assez courte, c'est quoi? Hauteur de botte. Ok. Pour tes ensilages. Avant que ça monte quoi. Donc là, c'est un paddock que t'avais découpé? Ça c'était un des premiers paddocks qu'on avait fait, ouais. Ok. Et là, du coup, c'est un paddock que tu... Il fait 3 jours. Il fait 3 jours. Mais il est déjà pré-découpé, il n'y a pas besoin de mettre de clôture. C'est-à-dire? Il y a une journée là, une journée au-dessus et une journée là où ils sont. Ok. Et du coup, ce que tu veux dire, c'est quoi? C'est que les fils sont déjà positionnés et Ouais. t'as juste à ouvrir? Il y a juste à ouvrir là. D'accord. Donc ils sont fixes. Tes Ouais. clôtures sont fixes à Les l'intérieur clôtures sont même. fixes sur celui-là. C'était un des premiers paddocks qu'on a fait ça. Ok. Et sur les autres, du coup, t'as décidé de pas faire ça? Parce qu'ils sont plus en longueur et En du coup, longueur, et puis faut- c'est plus facile pour nous pour entretenir quand on veut, si on a besoin de faucher un paddock, si on a besoin de broyer ou un truc comme ça évite de toujours avoir à faire toutes les clôtures et tout ça d'ouvrir. Ok. Comme là, ils sont les 3 bas qu'on voit là, ils sont en longueur. Ouais. Au moins c'est facile à entretenir. Si on veut en décaler un pour faucher, c'est plus facile. Ok. Juste qu'il faut aller mettre une bobine à chaque coup. Mais... Ouais. De toute façon, ça permet d'aller voir s'il y a de l'herbe et tout ça. Donc là, elles étaient dans celui-là avant? Ouais, qu'on elles voit étaient qu'il y a dans un plus. couvert qu'on avait semé là-haut, c'est pour ça. Ok, parce que vous semez des couverts du coup? Ouais, là j'ai semé un couvert entre le métègue et l'orge de trèfle, l'Alexandrie. Bon, Ah, ok, c'est un juste couvert. cette année, hein, Ouais. c'est exceptionnel. D'habitude, tu fais pas de couvert? Non. Enfin non, mais c'est parce que là c'était au pied des puis que les vaches pouvaient y accéder quoi. D'accord, donc tu fais le couvert uniquement parce que t'as pu le pâturer? Ouais. Mais sinon, tu fais pas de couvert à récolter ou... C'est assez rare, ouais. ça sert à- C'était une essai cette année, peut-être on recommencera l'année prochaine, on verra. Mais... Du coup, elles ont pâturé Le trèfle d'Alexandrie d'Alexandrie. avec les repousses d'avoine et triticale qui étaient dedans. D'accord, donc il n'y avait pas que du trèfle. Non, il y a des repousses aussi. Ouais, ouais. ok. Et t'as pas eu peur de la météorisation ou de... Non, c'est du trèfle d'Alexandrie, donc Ouais, c'est assez haut en tige, c'est beaucoup de tiges. Le trèfle d'Alexandrie, c'est pas beaucoup de feuilles. ok. Du coup, non, ça va. Et tu donnais à peu près quelle superficie par jour à tes vaches? Dans 1 hectare, ils ont fait 6 jours à peu près. 6 jours, ok. Mm. Donc t'as plus découpé que ce que tu ne fais normalement Ouais, bah c'était assez haut. Ça... Ouais. Mais c'est pas meilleur que de les mettre dans une prairie. Ouais, t'as pas observé de différence en termes de Il y a production laitière? même plus, là, ils remontent plus en lait que quand ils étaient là-dedans. Ok, Donc, d'accord. mais ça a permis que les prairies poussent un peu plus, Ouais. leur laisser un temps de repousse un peu plus long comme ça. Parce qu'elles étaient pas suffisamment hautes sinon? Ouais, bah ça a permis de prolonger ça. Ça va permettre de prolonger le pâturage un peu plus longtemps Ouais. cette année, quoi. Tu penses que tu vas les laisser dehors encore un bout de temps? Bah là, comme je disais, à peu près jusqu'au 15 décembre, mais au moins ils auront une bonne encore quantité d'herbe, ça évitera de remonter trop la ration à l'auge, quoi, pour l'instant. Ok. Donc là, c'était une tentative, mais potentiellement tu referas pour la partie refaire un coup. Bah, si je le fais entre le métègue et l'orge, il est pas toujours au pied Oui, de. c'est Voilà. sûr. Ouais. Ah, l'année prochaine, il est pas au pied de la cour, donc c'est. Donc tu le referas pas. Voilà. Ok. Après, je le referai peut-être pour le faucher, on verra, mais Ouais. Mais jusqu'à maintenant, tu l'avais pas fait. non. Et tu penses Ouais. Alors là, ils sont dans une prairie du coup permanente. Ça va faire un petit peu plus d'1 mois qu'ils sont venus dedans. Du coup, ils vont rester juste la journée dans le parc qui est là, de 1 hectare là. Juste aujourd'hui, que le jour. Et puis ils y reviendront peut-être une fois avant l'hiver, d'ici 1 mois quoi. Mais c'est tout. Après, ce sera fini pour l'année. Ils retourneront au mois de février, fin février, début mars, quoi, dedans. Et ils ont été dedans dans l'année, peut-être 1 fois par mois à peu près.
un peu plus. Donc là, les premières qui sont arrivées, ils sont déjà couchés. On voit, ils ruminent tranquillement. Ceux qui viennent de se faire traire, qui viennent d'arriver, ils sont en train de manger. Et après, ils vont se coucher. Il va en rester un peu d'herbe pour les dernières qui vont arriver. Et c'est quoi ton critère pour débrayer une parcelle, justement? Si je vois que derrière, je peux avoir assez d'herbe pendant une quinzaine de jours sans être sûr d'avoir au moins 15 jours, 3 semaines d'herbe derrière. Ok. Que je vois que les autres sont bien repoussés, que celle-là est un peu trop haute et puis du coup ils vont la gâcher. Un peu trop haute, c'est quoi? Quand ça commence à arriver un peu au niveau, je dirais un peu moins haut que la botte, mais voilà. Ok. Je me dis que ça vaut le coup alors soit de la faucher direct si elle est assez haute, soit d'attendre. Si je vois que j'ai assez d'herbe pendant assez longtemps, la laisser encore pousser 15 jours et puis la faucher après, quoi. Ok. Donc c'est plus de savoir si tu as suffisamment d'herbe, c'est en fait C'est avoir assez d'herbe derrière. un nombre Faut de être jours sûr, d'avance. Ok. Même si elle est un peu plus haute, tant qu'elle n'est pas montée, après tu fais tu les avances moins la clôture, quoi. Ils font plus de jours dedans, mais ils peuvent la manger. Si vraiment l'été est arrivé qu'elle est montée, là de toute façon ça sert plus rien de les mettre, même si t'as pas assez d'herbe, ça sert à rien de mettre les vaches dedans. Ok. Donc ça veut dire que tu adaptes le découpage de tes paddocks en fonction de la hauteur d'herbe. Ouais. Ok. Un paddock comme celui-là qu'on a là, il peut faire 2, il peut faire 3 jours, quoi. Ok. 2 si elle est haute et 3 en ce moment elle fait 3 jours. Là, elle va faire 2 jours. Là elle va faire 2 jours. Ok. Tu peux avoir peut-être un tout petit peu plus d'herbe, mais pas à la même époque, elle ferait 3 jours. Là, à cette époque-là, elle n'a pas beaucoup de valeur, elle est pleine d'eau, donc ils en mangent plus, quoi. C'est pour ça. Ok. C'est plus par rapport au résiduel. Là par exemple, tu trouves que c'est bon en Là, termes c'est de... bon, là, ouais. Ouais. Ça te va en termes de hauteur de sortie Ouais. Ok. Et donc tu fais un broyage sur toutes les parcelles? Ils y passent tous, ouais. Soit un fauchage, soit un broyage. Ok. Si c'est une parcelle qu'on voit qu'on peut faucher, on la fauche, et puis souvent on la rebroie pas derrière, ça dépend de l'époque, quoi. D'accord. Ok. Mais il y a au moins un broyage partout. Ouais. Il y a au moins un blanchissage partout à un moment. Ouais. Et là, t'as pas beaucoup... En effet, t'as quasiment pas de chardon où t'as... Qu'est-ce que tu fais? À quel moment t'interviens pour justement éviter que t'aies des chardons qui se développent ou des rumex ou des orties ou Les rumex, on arrache tout à la main. D'accord. Et Ok. les Dès que t'en vois, du coup, tu les arraches? Ouais. D'accord. On en passe des journées entières. C'est vrai? Ouais. Ok. Mais c'est efficace? C'est efficace, ouais. Ouais. Et les chardons, on les passe juste avant qu'ils fleurissent, quoi. Mais il faut qu'ils soient assez... faut pas les faire trop tôt parce que sinon ils repartent. Ouais. Voilà. Ok. Donc C'est pas facile parce que forcément on avance en même temps que les vaches, mais ça arrive des fois on est obligé de passer 2 fois, quoi, le coup de broyeur parce que c'est reparti. Mais... Ok. Voilà. Ok. Et t'as pas d'ortie ou t'as pas de... Des petits ronds comme ça, mais non, il n'y a pas beaucoup d'orties. Ok.